Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025 et nos chers amis Richard DeWolf et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez suivre Michael Hudson en vous rendant sur son site web michaelhudson.com. Il se trouve juste sous son nom, vous pouvez le trouver là. Et Richard DeWolf sur democracyatwork.info. Vous pouvez suivre Richard sur sa chaîne YouTube et sur son site web. Il y a beaucoup de contenu, de nombreuses discussions sur tout ce qui se passe avec l'économie des États-Unis, l'économie de la Chine, de la Russie, du Moyen-Orient. Tout cela, vous y trouverez beaucoup d'informations. Commençons avec vous, Michael. La situation en Europe devient assez désespérée, et je pense qu'il est important de nous demander, ou peut-être de vous demander, si l'Europe utilise les tarifs douaniers de Trump comme bouc émissaire pour dissimuler les conséquences de sa propre décision de se couper de l'énergie russe bon marché. Je ne pense pas que les dirigeants européens, Merz et von der Leyen, essayent d'utiliser les États-Unis comme bouc émissaire, car c'est von der Leyen elle-même qui a cédé à tout ce que Trump demandait. L'arnaque des tarifs douaniers, le système de protection avec l'Europe. L'Europe s'est simplement rendue parce que von der Leyen ne représente pas l'ensemble des électeurs de l'UE. Elle, avec Kaja Kallas et les ministres des Affaires étrangères de l'UE-OPME, représente l'OTAN. Et l'OTAN représente les néoconservateurs américains. Donc ils ne vont pas blâmer l'OTAN pour les concessions faites à l'Amérique. Ils blâment la Russie. Ils disent que nous devons ralentir la croissance européenne parce qu'il faut empêcher la Russie de nous dominer en vendant du pétrole et du gaz bon marché pour alimenter notre industrie. Nous devons nous couper de la Russie. Nous devons aussi nous couper de la Chine en interdisant à toute entreprise en Europe dont la majorité du capital est détenue par des intérêts chinois d'y opérer. Ainsi, l'Europe a déclaré la guerre à la Russie et à la Chine. En somme, l'Europe affirme que si nous sommes sous pression, c'est parce que nous nous préparons à une guerre avec la Russie en 2027, peut-être en 2026, peut-être en 2028. L'objectif est donc de rejeter la faute sur la Russie. Accuser les États-Unis reviendrait à s'accuser eux-mêmes d'avoir suivi aveuglément les États-Unis. Et la solution, en blâmant la Russie, c'est que désormais, ils peuvent utiliser cette crise pour restructurer l'ensemble de l'économie industrielle de l'Union européenne, en s'éloignant de ce qui avait été la force industrielle de l'Allemagne, de la France et d'autres pays dans la fabrication d'automobiles, de biens de consommation, de machines à laver, de réfrigérateurs, tout ce qui avait permis à l'Allemagne de devenir une telle puissance d'exportation industrielle. Ils changent tout cela maintenant en disant « Nous passons d'une économie de consommation à une économie militaire en préparation de la guerre. » Et bien que lui le père dise « Eh bien notre économie se contracte maintenant », elle ne dit pas « C'est parce que nous ne pouvons plus utiliser le pétrole et le gaz russe pour alimenter nos aciéries et notre production industrielle. » Cependant, ils ont essentiellement un seul secteur qui est en croissance. Le marché boursier européen est en réalité en croissance, même si les prévisions de PIB sont en baisse. Une partie du marché s'envole, les actions du complexe militaro-industriel. Ces actions en Europe sont comparables aux Magnificent Seven de la Silicon Valley aux États-Unis. Les grandes entreprises technologiques et d'intelligence artificielle comme Nvidia et les géants des réseaux sociaux. Ce sont elles les leaders aujourd'hui, car l'énergie que l'Europe reçoit, de plus en plus importée des États-Unis, est détournée vers les fabricants d'armes. Qui va payer pour tout cela? Eh bien, par le passé, l'ensemble de l'économie industrielle européenne, orientée vers l'exportation,
reposait sur la réalisation de profits grâce aux exportations, générant des devises étrangères, ce qui soutenait essentiellement le taux de change de l'euro face au dollar. Eh bien, comment l'Europe va-t-elle faire cela? Il n'y a plus vraiment de source de demande étrangère, car il n'y a plus d'offres européennes de biens industriels, étant donné que les constructeurs automobiles ferment, que les entreprises industrielles ferment, que les verriers en Allemagne ferment et que les fabricants de matériel agricole licencient des travailleurs. D'où vont-ils tirer l'argent pour tout cela? Eh bien, au lieu de la demande étrangère, ils ont trouvé une autre source de devises étrangères, les dépôts russes auprès d'Euroclear qui s'élèvent à près de 200 milliards de dollars américains, un peu moins au total. Et l'idée est essentiellement de confisquer cet argent. Ils disent « Nous avons besoin de cet argent pour défendre l'Ukraine pendant que la guerre se poursuit au cours des 2 prochaines années. » Eh bien, comme tous vos autres invités l'ont unanimement prédit, il est peu probable que la guerre en Ukraine dure encore 2 ans. Elle pourrait être terminée d'ici avril prochain. Et c'est la date limite que von der Leyen a fixée pour décider quoi faire de l'argent d'Euroclear d'ici avril. Ils font semblant de croire que cet argent doit absolument être donné à l'Ukraine. Mais bien sûr, vous avez tous vu les scandales de détournement de fonds et de corruption. L'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe et probablement de tout l'hémisphère nord. Ce n'est que des kleptocrates du haut en bas. Il est évident que l'Europe n'est pas assez naïve pour simplement transférer ces euros saisis à la Russie vers l'Ukraine. Ils vont les placer dans un fonds séquestre et ce fonds sera utilisé pour la production d'armes européennes. Ainsi, l'argent qu'ils donnent à l'Ukraine ira en réalité à des entreprises allemandes, françaises et d'autres pays de l'UE pour fabriquer des armes censées être envoyées à l'Ukraine. Ou, sinon, pour se préparer à la guerre que von der Leyen affirme que nous devrons mener dans 2 ou 3 ans contre la Russie. Eh bien, cela n'a pas vraiment de sens. S'il y a une guerre avec la Russie dans 3 ans, elle n'utilisera pas de chars ni d'avions. Ce ne sera pas une guerre de gros armements. Elle ne durera probablement qu'1 heure, et elle se déroulera avec des missiles. Et il n'y aura plus d'armes européennes après que cela se produira. Je ne suis pas sûr de ce qui se passera en Russie avec sa défense. Mais au moins, si l'Europe est assez folle pour suivre les conseils américains et dire « Eh bien, nous avons combattu jusqu'au dernier soldat ukrainien, maintenant combattons jusqu'au dernier Allemand, au dernier Français, au dernier Européen. » Eh bien, si c'est la voie qu'ils veulent emprunter, c'est celle qu'ils prennent. Mais c'est cela, le fantasme. C'est la déconnexion que nous avons aujourd'hui entre le fantasme et la réalité. Et tout tourne autour du récit. Comment peuvent-ils créer une histoire pour justifier ce gigantesque cadeau au complexe militaro-industriel qui semble être le lobby le plus puissant d'Europe, soutenu par leurs homologues néoconservateurs aux États-Unis? C'est la marche de l'Europe vers son suicide militaire et économique. Richard, voici ce que le chef d'état-major des armées françaises a déclaré aujourd'hui. Il a dit que les Français doivent être prêts à perdre leurs propres enfants. Ce que Michael a dit, tout cela concerne la militarisation de l'Europe. Et quiconque aime l'Europe, qui veut que l'Europe soit une puissance, la dernière chose qu'il souhaiterait, c'est la militarisation de l'Europe, car l'histoire nous l'enseigne. S'ils vont dans cette direction, ils finiront par se battre entre eux, au lieu de combattre la Russie, à mon avis. Et lorsqu'il s'agit de l'Europe et de la croissance de son économie, quelle part de la croissance de 1% de l'Europe est réellement due à Washington et quelle part relève d'un déclin structurel fabriqué à Bruxelles?
Eh bien, permettez-moi de commenter toute cette conversation. La réponse simple, c'est que c'est toujours un mélange. C'est toujours un mélange de ce que les Européens font en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et de la manière dont ils font face au monde plus vaste dont ils font partie. Et ils en font partie non pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause d'eux-mêmes. C'est l'Europe qui, durant sa phase coloniale, il y a plusieurs siècles, a rassemblé le monde. Marx nous explique à plusieurs reprises qu'une partie de la fonction historique du capitalisme a été de créer un marché mondial. Et quand il dit cela, il parle du capitalisme européen qui en a été le principal agent. Ainsi, le développement européen a toujours dépendu de son expansion mondiale. Si je peux te rappeler l'ancienne discussion de Hegel, lorsqu'il parle de la relation entre le maître et l'esclave, tu pourrais penser que seul l'esclave dépend du maître. Mais quand tu as un esclave qui fait tout pour toi, tu deviens l'esclave de ton esclave. C'est là tout le génie de Hegel dans son explication de la dialectique. L'Europe, par conséquent, a toujours été l'esclave du reste du monde, qu'elle a elle-même réduit en esclavage. Ce n'est pas une opposition entre l'un ou l'autre. C'est un enchevêtrement, et ils ne peuvent pas s'en défaire. Dans la période d'après la Seconde Guerre mondiale, ces 75 dernières années, les Européens sont devenus totalement dépendants des États-Unis. Parce qu'ils se sont détruits entre eux, dans l'idée qu'en gagnant la Seconde Guerre mondiale, quoi que cela puisse signifier, ils échapperaient à leur esclavage. Ils ne l'ont pas fait. Les esclaves se sont entretués, puis se sont tous inclinés devant les États-Unis. Et surtout, les personnes que nous voyons aujourd'hui, et c'est très important, von der Leyen, Rutte, tous ces gens-là, sont des individus dont toute la vie, depuis l'enfance jusqu'aux années universitaires et à leur ascension dans la bureaucratie, a baigné dans une seule et même réalité écrasante, une dépendance servile envers les États-Unis. Ils ne peuvent donc pas, même lorsqu'on leur offre l'occasion sur un plateau, se retourner contre ce pourquoi ils ont travaillé avec acharnement toute leur vie. Et je parie, je ne les connais pas personnellement, mais je parie que si vous leur serviez quelques verres et engagiez la conversation, ils vous raconteraient toutes les manières dont les États-Unis les ont aidés, soutenus, propulsés dans leur carrière et tout le reste. Voici donc M. Trump, qui leur met une claque, qui leur déclare la guerre avec ses tarifs douaniers et ses guerres commerciales, qui annonce qu'il ne se soucie pas d'eux. C'est comme des parents reniant leurs enfants. Au lieu que les Européens soient nos alliés, ils nous ont trompés, ils nous ont exploités. Ils sont horribles, ces Européens. Voici donc l'esclave dénoncé par le maître et frappé de tarifs. Quand Michael mentionne la façon dont von der Leyen a tout cédé, permettez-moi de rappeler à tout le monde ce qu'elle a fait. Elle a engagé les Européens, pour les 10 prochaines années, je crois, à dépendre du gaz naturel liquéfié acheté aux États-Unis à un prix qui, la dernière fois que j'ai vérifié, était 2 à 3 fois supérieur au coût de l'énergie qu'ils obtenaient de la Russie. De plus, elle a engagé les Européens à investir 750 milliards de dollars aux États-Unis. Soyons très clairs. Elle a engagé des politiciens européens comme elle à la tâche de convaincre les électeurs en Europe qu'ils devraient soutenir l'utilisation de ces 750 milliards, non pas pour créer des emplois pour eux-mêmes, non pas pour développer leur propre économie, non pas pour résoudre leurs problèmes, non pas pour financer leur filet de sécurité sociale, mais pour faire tout cela au profit des États-Unis. C'est une procédure spectaculaire dans laquelle une Europe servile se sacrifie elle-même après avoir été dénoncée et attaquée par les tarifs douaniers. Et rappelons que tout ce à quoi von der Leyen a consenti, elle y a consenti en échange d'une réduction des tarifs, passant du niveau élevé initialement annoncé par Trump à un niveau plus bas.
Je crois autour de 15%. To a lower level, I believe around 15%. Well, I mean, Eh bien, je veux dire, c'est au-delà des mots. Et c'est si grotesque que cela vous donne une compréhension psychologique immédiate. La diabolisation de la Russie et le déplacement de la rage et de la colère dirigée contre les États-Unis. Voilà le problème. Le véritable danger, la véritable menace, le véritable fardeau et la véritable oppression de l'Europe sont désormais exercés par M. Trump. Mais en raison de la relation, ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent même pas l'admettre à eux-mêmes. Ils jouent à la télévision, devant leur propre peuple. Ils jouent l'esclavage. C'est à quel point ils sont désespérés. Et l'autre face de cette médaille, c'est la diabolisation absolue de la Russie. Il faut déverser sur la Russie toute l'hostilité, toute la rage que vous ressentez envers Trump, mais dont vous ne pouvez pas parler. Vous savez, c'est très classique en psychologie. On appelle cela la projection. Il existe d'autres termes, mais l'idée est que vous exprimez une émotion que vous ne pouvez pas contrôler en la dirigeant vers une autre personne. C'est le principe du bouc émissaire. Ici, aux États-Unis, nous avons tous ces problèmes, mais nous nous mettons très en colère contre les immigrés. C'est ridicule parce que c'est une projection et ce n'est pas la solution au problème. C'est une fuite. Cela dit, je ne vois pas encore en Europe de rupture au sein de l'élite politique, qui continue globalement cette politique. Le danger en Europe vient d'en bas. À droite, c'est l'horreur de ce que cela fait à la nationalité européenne. Eh bien, il ne faut pas s'en étonner. Le nationalisme a été l'idéologie dominante en Europe pendant au moins les 2 derniers siècles. Ainsi, la droite se replonge dans son histoire nationaliste. On peut le voir aussi aux États-Unis. Nous faisons face au problème d'un empire en déclin en réinventant le nationalisme. Nous avons un nationalisme économique et un nationalisme politique. Chaque acte de la nation est célébré par une partie suffisante du pays pour maintenir M. Trump en vie et au pouvoir. Et en Europe, on observe la même chose. Leur nationalisme, exprimé comme anti-russe et comme une célébration de leur propre nature, est la manière dont la droite d'en bas rompt avec les anciens politiciens. Vous ne sauvez pas la nation, n'est-ce pas? Même lorsqu'ils critiquent la position anti-russe, c'est parce que cela vient en second. Ce n'est pas qu'ils y soient opposés, c'est simplement subordonné à leur récit, qui est le nationalisme. À gauche, ils considèrent tout cela comme une menace pour l'État-providence, pour la social-démocratie qui s'est construite tout au long du XXe siècle comme la réalisation emblématique de l'Europe, son niveau de vie, sa prospérité relative et tout ce qui en découle. Ainsi, la gauche dit « Ne faites pas ce que les dirigeants font, car cela menace l'État-providence ». Et c'est un argument politique très puissant. À droite, il s'agit de la nation. Mais la vérité, comme l'a dit Michael, c'est qu'il n'y a pas de solution ici pour l'Europe. L'idée que plutôt que d'être le centre du colonialisme mondial et une puissance de l'industrie capitaliste, elle deviendrait un producteur d'armement. C'est ridicule. Ils ne rattraperont jamais l'industrie de l'armement des États-Unis, ni celle de la Russie ou de la Chine. Ces pays ont des décennies d'avance sur eux. Ils n'ont pas assez d'argent pour faire cela. Ils n'ont pas une base industrielle suffisante pour le faire. Et ils sont technologiquement en retard à un niveau qui en devient comiquement absurde. C'est donc une décision qui, à court terme, cherche à maintenir l'industrie en activité, à stimuler le marché boursier, exactement comme Michael l'a dit. Mais comme solution, comme moyen pour l'Europe de retrouver ce qu'elle a été, c'est totalement insuffisant. On voit bien que ce sont des responsables politiques en fin de parcours, car c'est une politique ridicule qui prétend être autre chose. Well, Richard, you began quite rightly in
Eh bien, Richard, tu as eu tout à fait raison de commencer par expliquer la psychologie des responsables européens qui prennent ces décisions irréalistes et autodestructrices. Je les ai rencontrés, et c'est effectivement psychologique, mais il y a aussi une logique derrière cela. Des responsables britanniques et européens, des banquiers et des investisseurs m'ont répété à plusieurs reprises « Nous n'avons pas le choix ». Et quand ils disent cela, ils veulent dire « Nous n'avons pas le choix, car depuis la Seconde Guerre mondiale, nous dépendons des États-Unis comme marché d'exportation, comme investisseurs dans notre industrie et comme fournisseurs de liquidités grâce à l'excédent de la balance des paiements que nous réalisons, ce qui permet à nos gouvernements de soutenir le taux de change de l'euro. » Eh bien, cette dépendance envers les États-Unis est précisément ce que Trump menaçait de faire cesser. Comme nous l'avons déjà dit, le seul atout dont disposent les États-Unis n'est ni la production industrielle, ni la productivité, ni même la puissance de leur industrie d'armement. C'est leur capacité à semer le chaos dans les schémas commerciaux et d'investissement existants qui ont défini les 75 dernières années. Et l'Europe est tout simplement trop effrayée pour dire « Eh bien, on dirait que nous perdons les États-Unis comme marché d'exportation fiable. Il va falloir que nous nous tournions vers l'Est, vers la Russie et la Chine, voire l'Iran. » Ce que les pays des BRICS ont fait, ce que le Brésil a fait, même l'Argentine, c'est répondre au chantage de Trump, à sa menace de fermer le marché américain. Mais les Européens ne l'ont pas fait. Ils en sont incapables. Et vous faites référence au nationalisme européen. C'est aussi une forme de racisme indo-européen, je pense. Et pourtant, ce nationalisme, comme s'il existait un seul nationalisme européen, persiste. Il n'est pas pan-européen, car il suffit de voir comment le débat sur les dépenses d'armement pour combattre la Russie divise l'UML. La Hongrie, la République tchèque et même la Serbie, jusqu'au récent changement de gouvernement, ont déclaré « Eh bien, nous allons y opposer notre veto ». Et la réponse de l'ULUMR, comme l'a dit von der Leyen, a été « Soit nous allons modifier les règles de l'ULUMR afin que les décisions n'aient plus besoin d'être prises à l'unanimité, soit, si vous y opposez votre veto, nous trouverons un autre moyen de contourner cela. Nous ferons en sorte que tous les autres pays concluent un accord ensemble. » Eh bien, la Hongrie et la République tchèque ont déclaré « Vous devez comprendre que vous pouvez vous couper du gaz et du pétrole russe et en acheter aux États-Unis. Mais nous ne le pouvons pas. Nous n'avons pas les ports. Nous n'avons pas la capacité de le faire. Nous recevons encore du pétrole du Kazakhstan et d'autres fournisseurs de l'Est, et nous ne pouvons pas nous permettre que notre économie s'arrête. Cela divise donc les nations européennes entre elles. Même la Belgique a protesté. La Belgique a dit « Attendez une minute, si vous saisissez l'argent que la Russie détient sous l'autorité d'Euroclear, nous allons être tenus pour responsables, car nous, le gouvernement belge, sommes les administrateurs d'Euroclear. Et la Russie aura alors un recours juridique contre nous. » Et je veux dire quelque chose à propos de cette affaire juridique, car elle n'a pas été abordée dans la presse occidentale. Mais les discours du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, et du président Poutine ont été très clairs sur les questions juridiques en jeu, indépendamment des aspects politiques. Il existait un accord bilatéral belge de 1989 avec la Russie, lui donnant le droit légal d'exiger le remboursement des avoirs de la Banque centrale, ainsi que des pénalités et des dommages-intérêts. Nous savons que ces affaires judiciaires prennent beaucoup de temps. Cela peut durer jusqu'à 10 ans. C'est ce que fait la profession juridique. Elle retarde sans cesse pour empêcher que la justice soit rendue dans des délais raisonnables. C'est comme ce roman de Charles Dickens, vous savez, celui qui parle d'un procès qui n'en finit jamais.
a court case that goes on and on and on and on and on. Well, that's still the fact. So Eh bien, c'est toujours un fait. Von der Leyen n'a fait aucune référence à ce que sont réellement ces règles juridiques, car c'est très embarrassant. Elle se contente de promettre que la Belgique n'aura pas à rembourser un prêt. Eh bien, cela montre qu'elle comprend que oui, la Russie a bel et bien un argument et que nous allons devoir payer pour tout ce que nous donnons au nom de l'Ukraine. L'Europe va devoir payer, et cela signifie que quelqu'un devra être imposé, car contrairement aux États-Unis, l'Europe ne crée pas sa propre monnaie par le biais de sa propre banque centrale. Elle est soumise à cette contrainte de budget équilibré qui la paralyse. Cela signifie donc que d'une manière ou d'une autre, les gouvernements européens vont devoir augmenter encore davantage les impôts. Et en préparation de cela, on a entendu ces dernières semaines en Allemagne les discours du chancelier Merz déclarant « Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas défendre l'Europe contre l'invasion russe imminente et la masse de troupes russes qui vont occuper l'Allemagne et s'affronter à nos braves fantassins que nous devrons soudainement recruter et envoyer à la guerre, peut-être avec des pelles, car nous n'avons plus d'armes ni de munitions. » Eh bien, pour nous préparer à tout cela, nous devons réduire les dépenses sociales. Merz a donc déclaré que l'Union européenne ne peut plus se permettre de verser aux ménages européens les aides destinées à compenser la hausse des coûts de l'électricité et du gaz dont ils ont besoin pour chauffer leur logement et cuisiner. Nous allons devoir mettre fin à ce soutien. Nous ne pourrons pas faire ce que nous avions prévu. L'industrie allemande est peut-être excellente, mais ses infrastructures publiques sont déplorables. Comme le sait quiconque a eu le malheur de prendre un train allemand, les trains partent à l'heure, ils n'arrivent simplement pas à l'heure. Et on pourrait penser que, comme aux États-Unis, prendre le train serait moins cher et plus rapide que l'avion. Mais les trains sont bien plus chers que le transport aérien en Europe. Eh bien, l'Europe comptait dépenser de l'argent pour reconstruire ses infrastructures. Tout cela a maintenant été annulé. Au lieu d'avoir des infrastructures qui renforcent réellement la capacité de l'économie à produire, à vivre et à fonctionner, nous allons devoir dépenser cet argent dans l'armement, car c'est la clé de notre marché boursier. Et notre économie est exactement comme celle des États-Unis. Elle ne concerne pas les consommateurs, ni le peuple, mais la bourse. Elle concerne les 10%, ou plutôt le 1%. Vous voyez tout cela mis à nu. Tout à coup, l'Europe a déclaré qu'il n'y aurait plus de capitalisme industriel. Nous sommes désormais dans une ère de capitalisme financier, et c'est pour le secteur financier que nous vivons. Et la grande source de croissance à court terme du secteur financier, c'est la guerre. La guerre contre la Russie, la guerre contre la Chine. Et en nous isolant, comme Trump nous y a exhortés, le compromis, l'échange, consiste à ce qu'en évitant de nuire davantage à l'Europe, nous devions nous battre en produisant beaucoup plus nous-mêmes. Et cela sera une aubaine boursière pour nos banquiers. Ainsi, tout à coup, ce que les gens pensaient être l'ULUMEB, un accord commercial et une unification industrielle, est devenu une désintégration. Une désintégration de l'UPERIA et une reconstruction menée par une industrie financière et un secteur bancaire cosmopolite qui semble diriger l'UCONSMOMIR de concert avec l'OTAN et le complexe militaro-industriel. Nous avons donc le complexe militaro-bancaire au sein de l'OTAN, laissant de côté l'économie civile et son industrie. Richard, deux acteurs importants en Europe, dont l'un est l'Allemagne. Et le modèle économique de l'Allemagne, tel que je le comprends, repose sur une industrie alimentée par une énergie bon marché. Il est essentiellement à l'arrêt en ce moment, alors que nous parlons, et la France sombre dans le chaos politique et budgétaire. Donc si l'on considère ces deux pays clés en Europe, qui constituent vraiment la base de l'économie européenne,
Que va-t-il advenir de l'Europe? Eh bien, si l'on ajoute la Grande-Bretagne, qui est sans doute dans un état encore pire que l'Allemagne et la France, oui. Et si ce sont là les trois économies motrices, vous savez, je ne veux pas manquer de respect, mais l'Espagne et l'Italie représentent vraiment un autre type d'économie européenne. Mais si la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne connaissent les difficultés que nous décrivons, alors l'Europe est en très mauvaise posture. À moins que, et cela rejoint le point soulevé par Michael, tout cela ne signifie que nous allons assister à des retraits successifs d'Europe. En d'autres termes, la Hongrie, la République tchèque et d'autres pourraient suivre, découvrant qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas assumer les risques que ces dirigeants dépendants des États-Unis imposent et acceptent pour l'Europe et son avenir. Même si cela ne semble pas être le cas pour le moment, les changements soudains en Scandinavie qui les ont conduits à rejoindre l'OTAN pourraient s'inverser sans trop de perturbations et aller exactement dans la direction opposée. Ils auraient désormais la base nécessaire pour conclure des accords avec la Russie et la Chine qui n'ont jamais existé auparavant. Permettez-moi d'insister sur ce point. La Russie et la Chine, ou plus largement l'Alliance des BRICS, représentent aujourd'hui une entité économique bien plus vaste et bien plus riche que le G7, les États-Unis et leurs principaux alliés, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et même le Japon. Et donc il y aura de très fortes tentations au sein de l'Europe de conclure des accords avec la Russie, la Chine et les BRICS, toutes sortes d'accords. Regardez, ça va un peu dans l'autre sens aussi. Laissez-moi vous donner deux exemples. Au cours de la dernière semaine, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, qui fait partie des BRICS, a conclu un accord majeur avec les États-Unis. Très bien, c'est fait. En même temps, la nouvelle dirigeante du Japon a attaqué la Chine d'une manière que les dirigeants japonais n'adoptent généralement pas. Que fait-elle donc? Eh bien, elle fait partie de cette dépendance de type européen envers les États-Unis. Et dans son enthousiasme, qu'elle n'a pas vraiment réfléchi, elle provoque la Chine d'une manière qui n'a aucun sens. Et l'ours chinois, ou l'ours russe, lui donne une claque, littéralement quelques heures après qu'elle a fait ses commentaires sur Taïwan. Les Chinois lui font déjà savoir « Ça va te coûter cher, ma jolie. Ça ne marche pas comme ça. » Et ils disent la même chose aux Européens. On leur dit la même chose par Orban en Hongrie. « Ça ne marchera pas, ma jolie, » dit-il aux dirigeants européens. Je ne vais pas sacrifier ce que nous avons ici, une bonne position intermédiaire entre la Russie et le reste de l'Europe. Je ne vais pas sacrifier cela, d'un côté comme de l'autre. Si les Russes me le demandent, je ne le ferai pas. Si vous me le demandez, je ne le ferai pas non plus. Et pour le moment, il peut s'en tirer ainsi. Mais ce moment doit aussi être pris en compte par les Européens. Et pourtant, on n'en voit aucun signe. Elle dit « Je vais contourner les limites de l'UMNOML quand Orban menace d'opposer son veto. » Oui, mais M. Orban peut aussi contourner les règles, et tout le monde le peut. Ce sont des paroles creuses de la part de gens dans une situation désespérée. Je m'attends à de grands changements en Europe, politiquement par la base, dans les urnes, et à mesure qu'on comprendra que si l'on essaye de renforcer son armée sans la base d'un grand secteur industriel, cette militarisation même exigera d'énormes importations, et ces importations vont vous coûter cher. Et comment allez-vous les payer? Vous ne pouvez pas vendre votre matériel militaire. Les Russes, les Chinois, les Américains et les Israéliens ont une longueur d'avance sur vous. Je ne pense pas que ces problèmes aient été réfléchis du tout. Je ne vois aucun signe d'un plan stratégique sur la manière dont cela va fonctionner.
Le fait que le gouvernement allemand passe de grosses commandes à l'industrie d'armement allemande est la première étape. La façon dont cela va se dérouler est ce qu'il faut analyser, et il ne semble pas vouloir le faire, probablement parce qu'ils n'aiment pas la direction que cela prend. Ils vont devoir le faire, car la technologie évolue rapidement, et comme cette technologie viendra des États-Unis, qui disposent encore d'une base industrielle suffisante, ainsi que de la Russie et de la Chine, qui en ont assurément une, ils vont développer leur technologie militaire en fonction de leurs capacités. C'est ce que les Européens ne pourront pas faire, car ils n'ont pas de base industrielle et aucune perspective d'en acquérir une. Alors, comment vont-ils même définir une voie médiane en matière d'armement? Ils vont être un acteur périphérique. Vous savez, les Tchèques vendent beaucoup d'armes dans le monde, et les Israéliens aussi. Mais ce ne sont pas des puissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, et ils ne le deviendront pas. Ce sont des acteurs secondaires. C'est ce que les Allemands finiront par être, un acteur secondaire dans l'industrie mondiale de l'armement. Mais ce n'est pas ce qu'était l'Europe. Ce n'est pas ce qu'ils promettent, explicitement ou implicitement. Donc je vois d'énormes échecs se profiler pour eux, compte tenu de ce qu'ils ont dit. Et je m'attends à ce qu'ils deviennent plus et non moins désespérés. Et si vous regardez les 6 derniers mois, je pense qu'il y a beaucoup de signes que ce désespoir est déjà en train d'arriver. Eh bien, Richard, tes commentaires nous ramènent à ce qui a été le principal sujet de discussion au cours des 6 derniers mois. Comment expliquer ou prévoir ce qui va se passer dans l'avenir de l'Europe? Notre approche a toujours été la suivante. Quel est son intérêt matériel propre? Vont-ils suivre ce qui augmentera leur richesse matérielle, leur bien-être, leur niveau de vie et leur productivité? Ou bien vont-ils se soumettre à une dépendance totale envers les États-Unis, menant une guerre pour le compte des États-Unis, sinon jusqu'au dernier Européen, du moins jusqu'au dernier élément de l'économie européenne, tandis que celle-ci se contracte et appauvrit la population? En quoi tout cela est-il compatible avec la démocratie, indépendamment de l'intérêt économique et matériel personnel? Eh bien, je pense que la seule façon qu'a le groupe néoconservateur militaire irréaliste de combler cet écart, c'est d'essayer de créer un faux récit, un récit fabriqué à travers les médias publics, les journaux essentiellement contrôlés par les militaires, les stations de radio, les chaînes de télévision, qui façonnent toute la manière dont les gens perçoivent l'avenir de l'Europe. Et le tour qu'ils essayent de jouer, c'est comment faire en sorte que les gens pensent que l'avenir ne concerne pas leur prospérité, qu'il ne concerne pas les moyens de production, qu'il ne concerne pas ce que tu viens de décrire, Richard, ces éléments essentiels. Comment les amener à penser à autre chose? L'un des sujets qui ont été particulièrement débattus au cours de la dernière semaine concerne les décisions de l'Europe sur l'intelligence artificielle et le fait que le principal moteur de croissance de l'économie mondiale semble désormais être l'intelligence artificielle, l'informatique et la production de puces électroniques destinées à alimenter les systèmes massifs nécessaires à la création d'IA pour des usages civils et militaires. Eh bien, tous ces systèmes ont besoin d'électricité. C'est l'un des problèmes aux États-Unis. Comment diable toutes ces plateformes d'IA et de médias sociaux, des Magnificent Seven, comme Nvidia, peuvent-elles construire ces immenses projets informatiques s'il n'y a pas assez d'électricité pour les faire fonctionner? Et si elles fonctionnent à l'électricité, qu'adviendra-t-il des tarifs que les consommateurs devront payer pour chauffer leurs appartements et cuisiner leurs repas? Eh bien, c'est le même problème auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui en ce qui concerne les consommateurs.
l'électricité pose problème. Et là encore, nous revenons aux conséquences de la décision de l'Europe de couper son commerce de pétrole et de gaz avec la Russie. L'Europe n'a pas cela. Les États-Unis non plus. La Chine, en revanche, oui, en grande partie parce qu'elle a massivement investi dans l'énergie solaire. Cette énergie solaire lui procure un excédent d'électricité pour l'ensemble de son industrie de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Les Américains remarquent maintenant que cela va devenir l'un des éléments clés. Mais Donald Trump affirme qu'il a prêté un serment sacré à Dieu, que l'économie américaine repose sur l'industrie pétrolière et est dirigée par elle. Le pétrole est la clé pour que l'Amérique maintienne la norme de dollarisation. Nous devons contrôler le pétrole mondial en l'isolant, non seulement nos alliés de la Russie, mais aussi du Venezuela, de l'Iran et de tous ceux qui ne font pas partie de notre groupe. Et comme nous sommes une économie pétrolière, les États-Unis doivent s'opposer aux accords sur le réchauffement climatique qu'ils ont rejetés et annulés à Paris la semaine dernière. En substance, cela a coupé l'Amérique de l'énergie solaire, de la capacité des foyers et des collectivités situées dans des régions ensoleillées à s'auto-financer grâce à l'énergie solaire. D'autant plus que c'est la Chine qui fabrique les panneaux solaires. Alors, tout à coup, j'ai simplement voulu introduire cela comme un élément dans tout cet égoïsme. L'économie mondiale est un système économique unique. Toi et moi avons constamment parlé de cela comme du cœur de toutes nos discussions avec Nima sur ce site. Et c'est précisément ce qui est laissé de côté, car dès lors qu'il y a des intérêts militaires établis, des intérêts néoconservateurs, des intérêts de l'industrie pétrolière et des intérêts nationalistes américains avec leurs satellites européens, tout à coup on ne peut plus parler de ces choses, parce qu'on se rend compte de l'irréalité de la politique américaine et de la politique européenne qui a été entraînée avec elle. Richard, il me semble que l'Europe est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de dette commune, une autre frénésie d'emprunt à la manière du Covid, cette fois au nom de l'Ukraine. Oui, eh bien, M. Scholz en Allemagne a un programme très ambitieux, d'emprunt de sommes d'argent immenses. Von der Leyen parle d'emprunter au nom de l'Europe, ce qui devient ensuite un fardeau pour tous les pays membres d'une manière ou d'une autre en lien avec ses avoirs russes. Vous savez, je voulais faire un commentaire sur ce que Michael a dit. On aurait dû en tirer une leçon. Après la Première Guerre mondiale, lorsque vous avez imposé à l'Allemagne une dette de réparation énorme, cela a finalement créé plus de difficultés pour l'Europe que cela n'en a résolu. Et vous avez largement contribué à provoquer la Seconde Guerre mondiale par les conséquences même de la destruction de l'Allemagne et du fardeau d'une dette impayable. Et donc, il y a eu cette inflation fantastique de 1923 qui a anéanti les économies de toute la classe ouvrière allemande. Cela les a rendus fous. Je veux dire, ils avaient perdu la Première Guerre mondiale, puis ils ont été ruinés par l'inflation 4 ou 5 ans plus tard. Et ensuite, 4 ou 5 ans après cela, la Grande Dépression de 1929 est arrivée. Il n'est pas surprenant qu'une classe ouvrière qui traverse 3 événements traumatisants en 10 ou 12 ans trouve une raison de soutenir un petit homme moustachu venu d'Autriche qui promettait de rendre sa grandeur à l'Allemagne. Nous faisons face à des engagements très, très sérieux. Une stratégie dont nous disons ne pas voir comment elle pourrait fonctionner, financée par un niveau d'endettement qu'ils n'ont jamais entrepris auparavant. Et je veux vous rappeler que cela se produit à un moment où les États-Unis sont plus endettés que jamais. Dette publique, dette commerciale, dette des ménages.
vous construisez toute une économie sur une base très fragile de dette massive. Ce qui signifie que lorsqu'une récession survient, même si elle n'était autrement qu'un simple ralentissement économique ordinaire, les répercussions de cette récession, quand tout le monde est lié à tout le monde par des réseaux d'endettement, avec leurs dettes dérivées et tout le reste, eh bien, waouh! Nous ne prenons pas en compte le risque qu'un tel ralentissement puisse être spectaculaire. Et je trouve cela remarquable, car ici, aux États-Unis, malgré le récit du formidable progrès lucratif que représente l'intelligence artificielle, il existe en réalité une inquiétude sérieuse quant à la formation d'une bulle boursière autour de ce phénomène. Une bulle qui pourrait tout faire exploser. Un peu comme la bulle Internet à la fin des années 1990, qui a éclaté en 2000 et entraîné des taux d'intérêt historiquement bas, des taux négatifs et toutes sortes de phénomènes étranges qui ont ébranlé l'économie mondiale. L'idée simpliste selon laquelle nous pouvons élaborer ces plans dans un capitalisme sans dessus-dessous, je trouve que c'est une manière extraordinairement dangereuse d'éviter de regarder la réalité en face. Richard, l'Europe ne peut pas emprunter, car cela va à l'encontre des règles qu'elle s'est imposées, limitant les déficits publics à 5% du PIB. Alors que fait-elle si elle ne peut pas emprunter? Elle doit taxer le travail et l'industrie, ce qui réduit les profits et le niveau de vie. C'est pourquoi la structure même de l'UML est si autodestructrice. Je pense que la crise que nous voyons aujourd'hui n'est pas simplement une crise militaire en Ukraine. C'est une crise liée au fait que l'UEPMEV est devenue mal structurée, surtout en laissant von der Leyen et Kallas la diriger au nom de l'OTAN. L'UPEV est-elle vraiment une simple extension de l'armée américaine, du département de la guerre et du département d'État, ou bien la communauté originelle de l'acier et du charbon évoluant vers la communauté européenne? C'est la question. Tu as également mentionné à juste titre le problème pour les États-Unis et le fait qu'un crash est inévitable. Presque tous les articles du Wall Street Journal et du Financial Times affirment que les investisseurs avisés s'attendent à un crash. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours, lorsque le marché s'est retourné. Le Dow Jones et le S&P 500 ont plongé. Et pourtant, pendant cette chute, il n'y a pas eu de ruée vers l'or, le Bitcoin ou quoi que ce soit de ce genre. L'or et le Bitcoin ont eux aussi été vendus. Et la raison en est que de nombreux grands investisseurs institutionnels ont pris de très mauvaises positions en ne suivant pas notre émission et qu'ils ont dû couvrir leurs pertes en vendant le seul actif qu'ils détenaient et qui n'avait pas encore baissé, leur or et leur Bitcoin. Et bien sûr, cela a fait baisser l'or et le Bitcoin est maintenant en dessous de 97. Donc s'il y a un marché baissier, les impulses m'écartent généralement environ 50% à leur sommet. Eh bien, cela signifie que le Dow Jones passerait de 48 000 à 24 000. Cela veut dire que les fonds de pension investis dans le marché boursier vont perdre la moitié de leur capital. Nous parlons donc de toutes ces tensions créées artificiellement par toute cette lutte autour de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, au dernier industriel européen, et apparemment peut-être jusqu'au dernier financier américain aussi. Comme l'a dit Malcolm X, les conséquences finissent toujours tomber sur leurs auteurs. Je veux rappeler aux gens plusieurs centaines d'années d'histoire européenne, lorsque les Européens se détruisaient régulièrement, d'abord à petite échelle, puis de manière cataclysmique, par la guerre. La logique, si l'on est militaire, et si le conflit oppose d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie et la Chine, consiste précisément à régler ce conflit militaire entre ces deux camps. Et ce champ de bataille serait l'Europe.
et a amené les Européens à faire exactement ce que Michael décrit, devenir l'Ukraine du futur. Et ils ne pourront pas l'empêcher. Il serait bien préférable pour les États-Unis et pour la Russie-Chine de s'affronter en Europe plutôt que de se confronter directement. Et vous savez, je trouve que c'est une perspective terrifiante pour l'Europe. Il y a 2 jours, je ne veux pas terminer sur cette note, mais il y a 2 jours, une salve de roquettes est partie d'Ukraine et s'est dirigée vers la ville de Voronezh, en Russie, qui, à ma connaissance, n'avait encore jamais été la cible d'attaques de missiles. C'est en plein cœur de la Russie. Les missiles envoyés étaient des missiles américains, Attack-MS, et tout le monde me dit qu'ils ne peuvent pas être lancés par les Ukrainiens sans la participation d'ingénieurs américains et de services de renseignement américains pour rendre cela possible. Les Ukrainiens ne peuvent pas le faire seuls. Cela signifie que même au milieu de toutes ces manœuvres, les États-Unis envoient des missiles profondément à l'intérieur de la Russie. Je ne sais pas comment le dire plus fermement, c'est extrêmement provocateur. Quoi que l'on pense de la guerre en Ukraine et des torts et des raisons de chacun, la décision de l'un des véritables belligérants, c'est-à-dire les États-Unis d'un côté et la Russie-Chine de l'autre, que l'un d'eux envoie des missiles à l'intérieur du territoire de l'autre, à ce moment où cette guerre est en réalité déjà en train de s'essouffler. Qu'est-ce que cela vous dit de l'attitude stratégique face à ces questions? Le fossé entre les conversations que nous avons et ce qui se passe réellement, du moins dans l'esprit de ceux qui élaborent les politiques à Washington. Exactement. Michael, ton micro est coupé. Oh, vas-y. D'accord, tu es de retour. Tu es de retour. Tu es là, Richard, c'est vraiment la grande image, tu as raison. Et je suppose que c'est de cela que parleront nos futures émissions. Merci beaucoup, Richard et Michael. Comme toujours, un grand plaisir. Merci. C'est une conversation très importante et elle devrait se poursuivre. Oui, exactement. À bientôt, au revoir.